Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la chronique. Un grand merci à notre auditoire international et notamment dans le Royaume du Maroc et aussi en Europe et partout dans le monde. Merci pour votre fidélité et merci pour vos encouragements qui sont des encouragements objectifs et pertinents. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux de continuer notre émission dans le cadre de l'islam en et de France sans tabou et surtout avec des analyses et du décryptage transversal qui permettra de comprendre ce dossier qui est un dossier d'actualité, qui est un dossier qui a beaucoup de monde qui intervient dedans, mais l'objectif que tout le monde comprend de quoi il s'agit parce qu'il s'agit d'un dossier très complexe. Bonjour, monsieur Richard Michel. Oui, bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et merci infiniment au nom de notre auditoire intéressant et intéressé par rapport à cette émission pour votre acceptation un dimanche. Il faut bien préciser que monsieur Richard Michel est spécialiste du monde médiatique, journaliste et producteur de télévision, ancien président de la chaîne parlementaire LCP, mais aussi était directeur adjoint de la chaîne d'information continue iTélé. Ma première question, monsieur Richard Michel, comment vous voyez-vous l'imbroglio Islam Presse dans la mesure où seuls quelques journalistes experts sont capables de comprendre la question de l'islam, au même titre que des penseurs et auteurs diverses tendances contradictoires dans leurs conclusions, autant de limites dans la connaissance, la compréhension du phénomène par le grand public? Alors, vous avez choisi le mot imbroglio. Je crois qu'il faut tout d'abord nous entendre sur ce mot. Communément, ce mot, vous le savez, souligne une situation confuse et complexe où l'on risque effectivement de se perdre dans des raccourcis, des a priori et des partis pris. Et il va de soi que sur l'actualité du monde arabe, qui est en pleine ébullition, notamment avec les guerres qui le secouent en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, il arrive que certains journalistes prennent des raccourcis. Mais pas seulement eux, des hommes politiques et des représentants religieux font de même. En revanche, quand le débat contradictoire s'ouvre, apporte de la connaissance, des points de vue divers, on ne peut pas considérer cela comme néfaste. Le débat, les échanges sont toujours utiles pour tous. Et vous le savez aussi, toute société humaine est traversée par des contradictions où jaillissent des désaccords de caractère politique, social, culturel et religieux. Et depuis la nuit des temps, c'est ainsi. Et il en sera de même demain et après-demain. Le monde occidental n'y échappe pas, le monde arabe non plus. Et les religions aussi. Qu'il s'agisse du catholicisme, du judaïsme, du bouddhisme et bien sûr de l'islam. Donc, si vous voulez, je crois que s'il y a, comme vous l'interprétez, un imbroglio entre la presse et les questions qui touchent, je dirais, à la religion et notamment à la religion musulmane, bien sûr, vous me trouverez toujours avec vous pour condamner les esprits courts qui font un amalgame et qui considèrent tout musulman comme un intégriste dangereux, à l'image des plus fanatiques et des plus radicalisés. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une explication qui consisterait à dire que l'islam est paix et amour et que le grand djihad est le combat de l'homme contre lui-même afin de se perfectionner. Mais, et c'est vrai que cette vision-là, pour la grande majorité des musulmans, c'est leur vision, c'est leur pratique, et c'est tant mieux. Mais je crois que nous devons prendre le temps de comprendre les raisons
qui ont favorisé une vision opposée à cela et du coup les dérives sectaires, criminelles de certaines personnes qui se réclament malheureusement de l'islam. Justement, parce que l'amalgame, il est là, et l'amalgame, c'est que le résultat, il est là, que les musulmans est considéré coupable et victime. Oui, mais je pense qu'il faut que la grande majorité des musulmans, et j'ai beaucoup d'amis dans la communauté musulmane, et je le vois, bien sûr que tout ça, les gêne, leur rendent même, je dirais, pénible un peu, pénible la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais la grande majorité ont fait face à cela et ont compris que de toute façon, ils ne pourraient pas échapper, je dirais, au questionnement, à la réflexion critique qu'il peut y avoir sur la religion musulmane. Vous savez, les catholiques aujourd'hui, eh bien, ils n'y échappent pas non plus sur toutes les questions qui touchent aux mœurs. Vous l'avez vu avec le mariage pour tous, avec d'autres dossiers, je dirais, de caractère politique et scientifique. Eh bien, il y a des débats. Et je crois que le débat, la réflexion critique, c'est la voie de la raison, c'est la voie du bon sens, c'est la voie du respect de l'autre. Et l'autre qui est en droit de ne pas penser comme vous, qui est en droit de croire autrement ou de ne pas croire d'ailleurs. Alors, si vous voulez, moi je pense que la première tâche, je dirais notamment des responsables religieux, c'est de comprendre l'intérêt de ce questionnement. Et quel que soit le pays, que ça soit au Maghreb, que ça soit dans les pays du Golfe ou au Moyen-Orient, il faut que sur ces questions-là, je vois qu'en Égypte, il y a aussi, malgré aussi des retards, des incompréhensions, on s'interroge. Je pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Parce que si on n'accepte pas, je dirais, le questionnement, on risque, si vous voulez, de s'enfermer dans des visions passéistes, et à partir de là, on voit bien qu'on n'avancera pas et qu'on laissera le champ libre aux plus fanatiques, aux plus radicalisés. Bien entendu, et je partage cet avis parce qu'il est temps que nos penseurs et nos religieux prennent un peu de temps pour s'adapter aux évolutions actuelles. Ma deuxième question, voire ma troisième question, comment la classe politique exploite cette question parfois insidieusement pour faire valoir telle ou telle opinion politique, sachant que vous étiez président de la chaîne parlementaire, vous étiez en contact avec les hommes de loi par rapport à votre ancienne fonction. Moi, vous savez, j'ai été pendant 6 ans président directeur général de la chaîne parlementaire. J'ai eu affaire à la classe politique, à la fois celle qui est à gauche, l'autre qui est à droite ou au centre, etc. À l'époque, il n'y avait pas de Front National, il n'y avait pas de députés ou 9 députés actuels du Front National. Et j'ai toujours ressenti, en tout cas au sein du corps législatif, au sein des représentants des partis politiques qui étaient soit majoritaires, soit dans l'opposition, j'irais à l'égard de la religion, une sorte, j'irais, d'ouverture, même si ce sont des laïcs, parce que c'est la règle, c'est notre histoire, c'est l'histoire de France, c'est la loi de 1905. La loi de 1905, d'ailleurs, doit être comprise comme un carrefour, un espace de liberté, y compris pour la pensée religieuse. Ce n'est pas contre les religions. Par contre, ensuite, il y a des règles du jeu qui font que, en 1905, la majorité des députés ont décidé que les choses devaient se passer de cette manière. Et à l'époque, vous le savez, c'était une façon de s'émanciper, je dirais, du pouvoir de Rome, de l'Église catholique, qui, sur les affaires politiques françaises, faisait depuis déjà plusieurs siècles. Donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, moi, j'ai toujours vu une classe politique plutôt, sereine. Bref, mais soyons honnêtes, il y a quelquefois des dérapages qui consistent à nier, par exemple, les effets de la colonisation. Vous avez aussi d'autres partis pris ou raccourcis qui ont fait que certains députés, si vous voulez, de manière un peu étroite, de manière étriquée, faisaient un peu l'amalgame de temps en temps en fonction des drames qui pouvaient se passer, quand il y avait un attentat, etc.
Mais au-delà de ça, et là, avec la rentrée politique, vous l'avez bien vu, en dehors de Madame Le Pen, tous les autres partis politiques ne se sont pas saisis, n'ont pas utilisé la communauté, notamment maghrébine, ou l'islam pour faire un procès effectivement à l'islam et aux musulmans de France. Hein. Je dirais que de manière globale, on devrait se féliciter de ça. Justement, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Donc, mis à part cette sortie du Front National, tout le monde a préféré d'être un petit peu, grosso modo, neutre, hein, j'ose dire, mais surtout donner un petit peu d'humour, hein, et donner un petit peu de l'espace pour le dialogue. Parce qu'il y a aussi une volonté qui a été déclarée par Monsieur le Président de la République d'ouvrir ce chantier par l'intermédiaire de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, notre ancien maire de la ville de Lyon, d'ouvrir ce dossier avec aussi la création de la Fondation de l'Islam, présidée par Monsieur Chevènement. Il y a un dialogue. Il faut l'admettre. Il y a un début de dialogue. Écoutez, voilà, il y a un dialogue. Il n'est pas parfait, mais il est prometteur. Moi, je pense, si vous voulez, mais la question, cher ami, c'est que je pense qu'il faut que les musulmans de France, je dis bien les musulmans de France, mais je pourrais dire la même chose au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Je pense que l'histoire nous a démontré, et c'est valable c'est valable pour le judaïsme, c'est valable pour le catholicisme, c'est valable aujourd'hui, vous le voyez, par rapport au bouddhisme en Birmanie. Tout à l'heure, vous en avez parlé avec le colonel Corvès. Eh bien, il faut accepter, le débat critique sur le fait que parfois, l'histoire des religions nous l'a enseigné, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités parfois de certains religieux fondamentalistes, à tenter d'enfermer les croyants dans des visions passéistes. Chaque religion a ses spécificités. L'histoire de l'islam a ses spécificités. Mais cette histoire de l'islam, quand on la regarde de près, il y a eu des moments où l'ombre était présente, mais il y a eu des moments où les lumières étaient présentes. Il y a eu de grands chercheurs liés et je parle dans l'ancien temps, comme il y a aujourd'hui des chercheurs contemporains qui donnent de l'islam d'ailleurs une vision, dynamique, une vision moderne, et que aujourd'hui, il faut que les musulmans de France comprennent que c'est important comme situation et qu'ils acceptent, d'avoir ce raisonnement un peu critique, pas pour se remettre en cause eux, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe en Libye, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe en Irak, en Syrie ou au Yémen, mais ça les touche, hein, parce que ça fait partie de la communauté musulmane ce qui se passe là-bas. Et donc, et au-delà de la communauté musulmane, il faut que l'ensemble des citoyens de ce monde comprennent que il ne faut pas que la religion devienne, une sorte de passerelle pour des actes aussi terribles que ce que nous voyons depuis des années et des années, enfin depuis 2011, mais avant d'ailleurs en Irak depuis 2003. Monsieur, j'ai une question qui rentre dans le cadre de vos compétences et qui pour moi qui m'est chère parce que je suis dans l'obligation de le faire parce que je suis quelqu'un qui d'origine marocaine, donc j'ai un pays qui s'appelle Maroc aussi, j'ai un pays qui s'appelle la France et toutes les expériences réussies en France, avec tout mon bonheur immense qui seront un jour réalisées dans mon pays d'origine parce que il y a une relation ancestrale entre ces deux pays. Et votre expérience en tant qu'ancien président de LCP, mais aussi en tant que directeur adjoint de la chaîne d'information continue ITélé, votre expérience certainement va éclairer un grand nombre de notre auditoire, comme je l'ai dit au départ, intéressant et intéressé par rapport à cette émission de ce jour. Vous avez parlé comme quoi vous étiez en relation avec les parlementaires d'une manière assez importante et vous avez pu constater leur sincérité et leur manque de sincérité aussi. Donc, mais n'empêche, la chaîne parlementaire LCP a joué un rôle très important dans la transparence, a aussi permettre aux uns aux autres de juger le réel travail des journalistes. Comment vous voyez-vous un pays comme le Maroc, un pays qui se veut aussi leader en Afrique avec la politique de Sa Majesté vers l'Afrique, mais aussi avec cette couche de parlementaires qui ont besoin aussi de montrer leur travail parce qu'il n'y a pas que des mauvais, il y a aussi des bons.
Comment vous voyez l'importance d'une création d'une chaîne parlementaire au Maroc? Écoutez, moi je parle à partir de mon expérience professionnelle qui est celle, je dirais, d'un journaliste qui a pour mission première, je dirais, d'éclairer, de questionner, de narrer un événement et d'essayer de le faire comprendre. Et je pense que toutes les chaînes, que ce soit les chaînes d'information ou éventuellement les chaînes parlementaires, peuvent contribuer, je dirais, à l'enrichissement des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, etc. Donc, sur la chaîne parlementaire au Maroc, j'avais été sollicité il y a 5 ans par un ministre de la Culture à l'époque, qui était intéressé. Et il m'avait demandé comment je voyais les choses. Et je vais redire ce que je lui avais dit. Je crois que une chaîne parlementaire, elle doit marcher sur ses 2 pieds. Le premier, c'est relater et traiter le travail législatif des députés et des sénateurs, et pas seulement les débats dans l'hémicycle, et cela en respectant le pluralisme politique. Comme partout, il y a une majorité et une opposition. Et le Maroc, de ce point de vue, est très intéressant. J'ai suivi les dernières élections législatives, j'ai suivi, et le Maroc a mis un peu de temps, je crois plus de 6 mois, pour composer son gouvernement, comme quoi rien n'est simple, mais tout ça, c'est de la matière, c'est une matière première, une matière politique qui est intéressante pour effectivement les citoyens marocains. Et je pense qu'au-delà des 2 grandes chaînes ou des chaînes ou des radios publiques ou privées marocaines, une chaîne parlementaire marocaine spécifique aurait pu contribuer, si vous voulez, à enrichir la compréhension de ce qui se passait à ce moment-là au Maroc. Le Maroc est un pays qui est sur la voie de la modernité. Il n'est pas parfait. Il existe encore des inégalités selon les régions, mais c'est un pays qui, sur le plan, par exemple, économique, est en train de se développer. Moi, j'ai découvert le Maroc en 1973. Vous voyez, ça fait un petit moment. Donc j'ai vu et j'y retourne en général tous les ans ou tous les 2 ans, et pas simplement en vacances. Je peux vous dire, moi, je passe pas mon temps à Agadir ou à Marrakech. Je vais dans des villes, je vais dans des villages, je circule, j'ai des amis. Et donc, je connais assez bien le Maroc. Et ce que je peux voir aujourd'hui du Maroc, c'est un pays qui est en recherche d'efficacité, en recherche de modernité. Et ça, c'est le prochain rendez-vous. Et s'il y avait une chaîne parlementaire à mettre en place avec l'Assemblée nationale marocaine et le Sénat marocain, ce serait dans cette optique-là. Ensuite, le deuxième pied d'une chaîne parlementaire, au-delà de traiter le travail législatif, qui a évidemment un intérêt pour les citoyens marocains, c'est que ce travail-là soit mis en relation, en concordance avec les forces vives du pays, avec les syndicats de salariés et patronaux, avec les associations, avec le mouvement intellectuel et culturel. Je crois que ça, c'est ce que nous avons réussi sur LCP lorsque je dirigeais cette chaîne. C'est comme ça que nous avons procédé, c'est comme ça que ça continue avec la nouvelle présidente. Et donc une chaîne parlementaire, vous voyez, elle n'est pas au service des présidents des assemblées nationales ou sénatoriales. Hein, ce n'est pas non plus un service de communication des législateurs. C'est un espace social et politique où les idées s'échangent et se débattent. Et le Maroc est certes une monarchie, mais ce pays dispose d'institutions représentatives élues par son peuple. Il existe donc une Assemblée nationale qui vote des lois, il y a un Sénat qui fait de même. Donc il y a la place pour une chaîne parlementaire. Hein. Et moi je crois que le Maroc, sur plein de choses, il y a un dossier qui m'intéresse en ce moment beaucoup et que je regarde de très près, qui est celui de la transition énergétique au Maroc. Le Maroc est exemplaire en la matière, hein, puisqu'il a su mettre en place le solaire et l'éolien, alors que d'autres pays, et en plus, le Maroc va devenir, je dirais, une plateforme dynamique pour le continent africain. Vous voyez, il y aurait de beaux débats, il y aurait de beaux échanges à faire sur une chaîne parlementaire avec les députés, voire avec les ministres, hein, parce que sur la chaîne parlementaire, il n'y a pas que des députés et des sénateurs, il y a aussi des ministres qui viennent, le pouvoir exécutif est présent. Donc, je crois que, si vous voulez, ce serait une belle réussite que de monter une chaîne parlementaire très sérieuse, très ouverte, très dynamique, qui apporterait un petit plus dans le décor actuel des médias marocains.
Justement, vous êtes en train d'évoquer un certain nombre de dossiers que le Maroc porte sur son dos avec succès. Hein. Donc, vous avez parlé de la transition énergétique, vous avez parlé aussi de cette évolution de la société marocaine et aussi sa dimension culturelle, bien sûr. Mais il y a un réel problème, chose qui a été évoquée aussi récemment avec, ça fait presque, je crois, 3 semaines en arrière, avec un journaliste américain, certainement que vous connaissez, monsieur Michael Kurtley, avec qui on a discuté par rapport à cette notion de communication et confiance. Et derrière, il y avait aussi cet incident là où on a fait une émission spéciale aussi, provocation, j'ose dire, de Jeune Afrique, et notamment avec sa couverture Born in Morocco, le terrorisme est né au Maroc. C'était fatal, et on a bien constaté la défaillance marocaine en termes de communication. Le Maroc, c'est un enfant très brillant, mais par contre, il communique mal. Mais cette communication, s'il y avait un effort, mais à part ce que vous venez de citer sur le plan parlementaire, une chaîne d'information continue à l'instar du ITL, BFM TV, CNews et d'autres, bien sûr, qui sont des chaînes très importantes qui brassent l'information, certainement, le Maroc aura son mot à dire et arrêtera un grand nombre d'amalgames parce qu'on laisse la porte grande ouverte sur ce sujet par rapport à des gens qui veulent pas du bien à ce pays, hein, et on le dit à haute voix. Mais aussi, il y a des amis qui comprennent mal le manque de réaction de notre pays, le Maroc. Moi, la question, elle est là, Monsieur Michel, elle est là. La question principale, est-ce que, selon vous, la création d'une chaîne d'information continue permettra le rayonnement du Maroc sur le plan international, pour se défendre, mais aussi pour montrer son savoir-faire et tous les acquis qu'il a accomplis jusqu'à maintenant, surtout dans l'ère de Sa Majesté Mohamed VI. Mon ami, je vais vous dire une chose, ne le prenez pas mal, hein, c'est très... Je vous prie. Très constructif ce que je vais vous dire. Je vous prie. La meilleure, je dirais, défense, c'est l'attaque. Et là, je vais faire juste quand même une petite, comment dire, je ne partage pas complètement votre point de vue. Bien sûr qu'il serait souhaitable que le Maroc puisse disposer d'une ou deux chaînes d'information, en mettant d'ailleurs, je dirais, le paquet sur les régions, hein, par exemple, déjà en interne, ensuite sur l'international, évidemment, puisque le Maroc, en plus, a, je dirais, une diplomatie suffisamment offensive aujourd'hui qui est menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'il serait très intéressant, effectivement, en direction du continent africain, d'avoir une chaîne d'information continue. Mais là où je ne partage pas tout à fait votre avis, c'est qu'il ne faut pas voir une chaîne d'information continue comme un outil de communication, c'est-à-dire un outil de riposte. Le problème, une chaîne d'information continue doit être une chaîne d'information. Ce n'est pas une chaîne de communication. Et la meilleure riposte que le Maroc pourrait faire quand il est critiqué, c'est d'entrer dans le jeu du débat. D'occuper le terrain de cette manière avec des journalistes qui soient à la fois capables de décrire, d'analyser, je dirais, le temps présent, tout en s'épaulant par l'éclairage de l'histoire. Vous savez, moi, j'ai été formé par l'esprit d'Albert Camus. Albert Camus disait qu'un journaliste, c'était un historien de l'instant. Le Maroc a une très très grande histoire, une belle histoire. Et je trouve que souvent, effectivement, y compris les journalistes marocains, ne s'en servent pas suffisamment pour éclairer leurs téléspectateurs, mais aussi pour éclairer, je dirais, les concitoyens du Maghreb, d'Afrique, ou voire d'Europe du Sud, y compris notamment en France, où il y a une très grande, et en Europe, où il y a une très grande communauté, je dirais, marocaine. Je crois que, si vous voulez, il faut qu'il y ait une chaîne d'information qui ne soit pas simplement un outil de riposte, mais un outil qui occupe le terrain pour débattre, pour avancer des arguments, pour échanger des idées, des points de vue. Vous savez, il y a un chercheur, un historien et un politologue très important en France qui s'appelle Marcel Gaucher, qui dit « Le journaliste doit résister à l'ère du temps parce que l'actualité est souvent un ennemi sournois car nous vivons dans un monde où tous les temps s'accélèrent et s'enchevêtrent
au point de créer la confusion. Si vous mettez en place, je termine la citation, si vous mettez en place une chaîne d'information pour rentrer, je dirais, seulement dans la polémique pour riposter, je veux dire, on va créer encore plus de confusion. Le problème, c'est de sortir de la confusion pour établir les faits et puis les expliquer, et c'est comme ça qu'on va avancer. Vous savez, permettez-moi... non, juste un point, monsieur Michel Richard. La question, ce n'est pas de riposter. Là, je complète mon analyse et je confirme ce que vous dites. Hein. J'aimerais bien que vous le sachiez, je le confirme. Quand je parle de l'affaire de Jeune Afrique, je parle tout simplement de riposte, qu'on soit clair. Mais par contre, j'ai parlé aussi de la dimension africaine. La dimension africaine est aussi de permettre de mettre en valeur, comme je l'ai dit, tout le travail qui a été fait durant la période du règne de Sa Majesté Mohamed VI, qui continue encore. De mettre en valeur, ça permettra aux uns, aux autres, d'avoir une idée et d'une manière indirecte, impacter sur cet amalgame et sur cette propagande contre le royaume. Oui, alors écoutez, moi je vais pas rentrer dans cette polémique avec Jeune Afrique. Moi je pense que l'intérêt des Marocains, l'intérêt du royaume, y compris si vous me posez la question d'avoir un jour une chaîne d'information continue ou même une chaîne parlementaire, c'est d'entrer, je dirais, de plein pied dans cette modernité aujourd'hui qui fait que je vais être plus précis. La modernité, c'est pas la confusion, c'est pas la polémique, c'est pas ça. La modernité, c'est avoir cette capacité avec les outils que l'on a aujourd'hui en main de prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est important. Parce que, vous savez, au XVe siècle déjà, il y avait un philosophe napolitain qui s'appelait Giambattista Vico, qui avait souligné ce danger. Au XVe siècle, il disait, je le cite, « Seul l'homme qui raisonne peut construire l'histoire, car celle-ci est une production continue, toujours confuse. » Donc, lui-même, déjà à cette époque, vous voyez, il n'y avait pas les médias modernes, il n'y avait pas Internet, lui-même nous disait il faut raisonner. Et moi, mon invitation, je vous réponds favorablement pour l'idée que vous soulevez, d'avoir une chaîne d'information continue au Royaume et une chaîne parlementaire marocaine, évidemment qu'il le faut. Mais si ces deux médias, en plus de ceux qui existent, vont entrer dans le débat, dans un débat rationnel, dans un débat ouvert, avec parfois effectivement de la polémique, parfois de la riposte, je ne dis pas le contraire, mais où on va tous raisonner. Vous allez voir que ça va être important. C'est ça l'essentiel. Vous savez, et je le dis d'autant plus que je pense que le Maroc n'a surtout pas besoin d'être sur la défensive. Le Maroc doit être à l'offensive. Il est sur les questions économiques. Il est sur les questions diplomatiques. Ce que fait votre roi, notamment sur le continent africain, est important. Et j'aimerais, il y a des rapprochements avec la France, et c'est tant mieux. Mais il faut qu'on aille encore plus loin, et surtout que l'Europe se rapproche à la fois du Maroc, mais aussi du Maghreb. C'est important. On entre dans une phase géopolitique. Et tout à l'heure, vos amis, vos deux invités précédents ont marqué cette idée-là. Il faut que le nord, en tout cas, de l'Afrique, y compris avec la partie sahélienne, se rapproche de l'Europe. C'est comme ça qu'on va se sortir, je dirais, des imbroglios que vous avez vus, effectivement. Là, il y en a, et ça c'est vrai, en Syrie, en Irak, en Libye et au Yémen. Il faut qu'on sorte de là. Parce que toutes ces guerres-là sont en train d'appauvrir les nations arabes. Justement. Et ça, c'est important. Justement. Et, quand les nations arabes sont affaiblies, eh bien, c'est l'Occident qui s'affaiblit. C'est aussi les autres pays qui s'affaiblissent. C'est le continent africain qui s'affaiblit. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis pour la naissance de ces deux médias, comme vous le souhaitez. Vous avez raison de me poser ces questions, et moi, j'y suis favorable. Et si je peux, encore une fois, aider, j'aiderai. J'ai suffisamment, je pense, d'expérience, tout en étant humble quand même. Mais si vous voulez, parce que ces deux chaînes, ce sont les Marocains qui doivent la faire. Hein. C'est pas les journalistes français. Bien sûr. C'est clair. Bien sûr, voilà. Bien sûr, Donc voilà.
si vous voulez, comment j'entrevois et je réponds à votre question. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est une question qui rentre dans le cadre de ce que vous souhaitez. Hein. Donc, vous avez parlé de cet rapprochement entre la France et le Maghreb et aussi avec les pays de l'Afrique pour une coopération que j'ai toujours qualifiée un nord-sud-sud. On a même fait un événement dédié à ça ici à Lyon sur un niveau très élevé. Donc, cette coopération nord-sud-sud, quel rôle, d'après vous, et vous êtes en contact avec ces franco-marocains, notamment, quel rôle qu'ils peuvent jouer, ces franco-marocains, autant que lien et que tremplin entre la France et notamment le Maghreb et pourquoi pas l'Afrique? Et je vais vous dire, je l'ai dit à une occasion à l'ambassadeur du Maroc à Paris, avec un ami qui est un industriel franco-suisse, je leur ai dit, c'est le moment où jamais, justement en termes de travail, d'emploi, mais pas seulement, en termes, encore une fois, d'apport à une grande œuvre qui est celle du rapprochement avec le Maroc. Il y a dans la communauté marocaine en France des talents inouïs. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs dans le monde que je connais bien, qui est celui du journalisme, le nombre de jeunes, peut-être franco-marocains ou français, mais d'origine marocaine, qui aujourd'hui sont à l'antenne, sont de grands reporters, sont d'excellents journalistes, et voire des cadres d'entreprises médiatiques. Donc tout ça, c'est un apport. Et ensuite, je pense que au Maroc, et cet ami-là vient de me dire qu'il avait signé un accord avec l'université de Marrakech pour aider à la formation de doctorants avec cette grande université de Marrakech. Je trouve ça génial. Il faut, si vous voulez, que vraiment, au-delà des cœurs, il faut être plus concret. C'est-à-dire qu'effectivement, on puisse établir des vraies passerelles. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis lucide. Je vois que le Maroc, dans les 30 ans, les 40 ans qui viennent, va jouer un grand rôle sur le continent africain. Et ça, l'Europe ne peut pas, en faire abstraction. Et surtout la France. Il faut, avec l'histoire que la France a avec le Maroc, oui, et même avec le Maghreb, et si nous pouvions avancer davantage dans des résolutions concrètes, y compris en Algérie, en Tunisie, et surtout la Tunisie, malheureusement, qui a été frappée par les événements terroristes, comme vous le savez, et qui a déstabilisé, et qui a engrangé ce qu'on appelle le printemps arabe. Bon, moi, sur cette notion, j'ai toujours été plutôt, distant. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais vous voyez, il y a un avenir extraordinaire. Et moi, j'invite toutes les familles, et notamment les parents qui ont des jeunes enfants qui étudient en France, de penser, bien sûr, qu'ils aient un avenir en France, mais aussi que cet avenir-là n'est pas qu'en France. Il va être au niveau international. Aujourd'hui, regardez comment les choses se passent avec la Chine, qui vient vers l'Europe, qui vient vers la France, qui vient aussi vers le Maroc, etc. J'ai assisté à la COP22. Je peux vous dire que j'ai découvert l'aura du Maroc et puis la puissance que représente le Maroc, y compris, donc là, il s'agissait de transition énergétique. Mais on est dans une situation extraordinaire en ce moment. Il faut être optimiste, très optimiste. Même s'il y a des problèmes. Sans aucun doute. Et enfin, je souhaite, puisque vous avez parlé de Albert Camus, je souhaite vous offrir ce passage que je vais vous faire écouter, qui rentre aussi dans le cadre du journalisme. Restez en ligne, s'il vous plaît. Oui. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance